Bonjour à tous et bienvenue dans Bel et Bien. Et ce matin, la star, c'est notre ventre. Et il en a des choses à dire, le ventre. Il gargouille, il se noue quand on est angoissé, il papillonne quand on est amoureux. Et là, Ali, attendez. Oui. Là, j'ai l'impression... Ah ouais, quand Oui, même. ah oui. Ouais. Mais c'est un animal. C'est un alien. Mon Dieu. J'ai l'impression qu'en tout cas, il nous dit quelque chose. Ou alors, vous avez pris de double ration peut-être de brioche ce matin. C'est peut-être ça. Mais vous m'avez pris pour Shrek, en fait. Pas du tout. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi notre ventre est le siège de nos émotions et comment il faut le chouchouter pour être heureux et en bonne santé. Et pour faire la paix avec notre bidou, la très fine équipe de Bel et Bien est là, notre expert, le psychiatre Christophe André, mais aussi nos chroniqueurs, Elsa Volaski, Marie-Trey, Stéphanie, Stanisman et André Manoukian. C'est très bizarre. Agathe, il est temps de nous présenter le menu du jour. Oui, je peux vous dire qu'il y a un menu très chargé. Le docteur en neurosciences Guillaume Font l'affirme, un microbiote en bonne santé, c'est une tête qui va bien. Il nous livre tous ses secrets pour avoir une flore intestinale au top afin de lutter contre le stress et la dépression. Et si la raison de nos problèmes gastriques résidait dans notre surconsommation de sucre, Elsa a rencontré Jessie Inchospé, l'autrice du best-seller Faire votre glucose révolution, qui nous explique comment gérer ses pics glycémiques en repensant notre alimentation. Et croyez-moi, il y aura un avant et un après. Enfin, vous le savez, le ventre est le principal pourvoyeur de complexes. On vous apprend donc à l'aimer avec tous nos conseils psy et les derniers soins de médecine esthétique. Et s'il en est une pour qui le chemin vers l'acceptation fut long, c'est notre témoin du jour, Juliette Mercier. Atteinte de la maladie de Crohn, elle a subi une ablation du tube digestif et la pose d'une poche intestinale à seulement 28 ans. Un récit bouleversant et plein de philosophie. Est-ce que ça a changé votre vie le jour où on vous a posé cette stomie? Alors oui, parce que j'avais très peur d'avoir une poche sur le ventre, évidemment, de ce changement en fait. Et finalement, ça m'a rendu ma liberté et un confort de vie. Salut les amis, tout va bien? Ouais. Bon, dans un instant, on vous explique comment rééquilibrer son microbiote intestinal pour soigner son corps et sa tête. Mais évoquons d'abord le ventre à l'international avec Stan Gusman. C'est le tour du monde en 80 secondes. Et à la fin de ce tour du monde, il y aura un petit dossier sur Ali. Bref, 80 secondes d'image internationale pour vous parler du ventre comme objet de fantasme absolu. Alors, que vous aimiez le ventre assumé de Rihanna lors de ses grossesses, les six-packs de J-Lo, l'adorable repli de Selena Gomez, le bedon réversible d'Emrata ou les sublimes rondeurs d'Ashley Graham, le ventre fascine et encore toujours les deux sexes, même si la tendance en 2022 reste au ventre plat avec toutes les injonctions qui vont de pair. Et pour revenir sur les terres de ce dictat, on file où? Aux États-Unis évidemment. Et là-bas, vous allez constater que le ventre plat, dessiné et musclé est la star des réseaux sociaux. Et pour cause, avec le retour en force des années 2000, la tendance est à l'exhibition totale du bidou. Croc-top et jean taille basse nous font voir de nombreux nombrils affûtés qui prennent l'air. Mais la vraie tendance qui met le ventre supposé parfait à l'honneur, c'est le belly dancing. Une danse très prisée par les ados, à l'origine de nombreux complexes, mais aussi de défis qui invitent les internautes à danser façon Shakira en remuant tout à la fois le ventre et les hanches. Et la star planétaire en la matière est française. Son nom, Léa et lui. Cette influenceuse de 21 ans est la personnalité la plus suivie chez nous, avec 18 millions d'abonnés, et elle cartonne avec ce genre de choré. Et vous allez voir que dans son sillon, tout le monde s'y met, même les mecs. Mention spéciale à ce jeune plein d'autodérision qui a décidé de faire de son ventre une véritable œuvre d'art. André, tous les deux, on fait partie de cette team. Oui, absolument. Mais ouais, on l'aime. Oui, Hein? D'ailleurs, on a une vidéo à tourner, Ali. Ah oui, maquillez-vous. Sans problème. Je viendrai vous maquiller le ventre si vous voulez, je suis comme ça. Alors, si ce jeune homme que vous venez de voir a décidé de casser les codes du ventre sculpté, il n'est pas le seul ambassadeur de ce mouvement pour l'acceptation de son corps qu'on appelle le body positive. De plus en plus d'influenceuses bien-être, comme l'américaine Dana Mercer, embrassent cette cause et nous montrent l'envers des réseaux sociaux en assumant panse, brioche, bedaine, vergéture pour nous décomplexer. Objectif, très simple, prouver que le choix d'une bonne pose change totalement la silhouette et n'est en aucun cas représentatif de la réalité.
Et pour continuer à parler de ce mouvement, on file en Australie. Et là, vous me voyez venir, on va forcément mettre à l'honneur la reine du body positive, j'ai nommé Céleste Barber. Du nom de cette humoriste qui a décidé de tourner en dérision les poses caricaturales que prennent les influenceurs et les stars devant l'objectif. Alors l'idée est de déconstruire l'image du corps parfait et d'assumer son ventre avec ses formes et ses imperfections pour arrêter d'avoir à souffrir de la comparaison avec un idéal de beauté inatteignable. Et comme c'est très très drôle, on regarde un medley de ses meilleures vidéos où elle détourne les stories des influenceuses. Alors Christophe, si les vidéos de Céleste Barber nous font du bien, le chemin vers l'acceptation de son bidou est encore long. Comment expliquez-vous que le ventre plat reste l'objet de tous les fantasmes et donc de tous les complexes? C'est vrai que le ventre, en théorie, on devrait être surtout attentif au fait que c'est un organe, à quoi il nous sert, digérer, nous sentir bien, etc. Et on est aussi attentif à son aspect extérieur, à cette vitrine. Et malheureusement, nous vivons à une époque où on a oublié qu'il était naturel pour un ventre d'être arrondi. Pas besoin de dépasser certains excès, mais la forme naturelle du ventre, c'est la rondeur et pas la platitude. Or, tous ces réseaux sociaux nous mettent une pression terrible et nous poussent. L'humain, c'est un animal social. Il a tendance toujours à se comparer par rapport aux autres. Et donc, si je vois que toutes les stars ont des ventres plats, j'ai envie d'avoir un ventre plat. Donc, c'est là que peuvent prendre naissance les complexes. C'est-à-dire, la comparaison peut nous servir de motivation pour faire des efforts, voilà, avoir quelques muscles abdominaux, c'est pas un problème, mais peut aussi nous pousser à la démotivation quand on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc, ces vidéos de Céleste Barber nous font effectivement beaucoup de bien. Ça dessert l'étreinte qui pèse sur notre ventre. Grave, ça fait du bien. Et il y a quelque chose d'autre qui fait du bien. J'aimerais terminer ce tour du monde en vous parlant d'une discipline ancestrale qui met le ventre des femmes à l'honneur, que dis-je, qui le sublime. Je parle de la danse orientale. André, quelle est l'histoire de la danse orientale ? Alors l'histoire de la danse orientale, en fait, elle vient d'Égypte, effectivement, mais je dirais qu'elle est presque totalement occidentale, en réalité. En Égypte, au 19e siècle, il y a des femmes musiciennes, des femmes poétesses qui s'appellent les kaïnas. Mais quand elles jouent pour des hommes, elles sont cachées. Là-dessus arrivent, je dirais, les Occidentaux, la colonisation de l'Égypte. Et on va dire que la danse du ventre, telle qu'on la connaît maintenant, a été inventée par une Syrienne qui est née en 1892, qui s'appelle Badia Massabni, et en réalité, donc, qui vit au Caire. Mais elle a regardé les films américains. Elle a regardé les films de Cécile B2000, notamment Cléopâtre, où on voit des danseuses qui dansent avec les bras comme ça. Ça n'existe pas dans la culture arabe. Quand les femmes dansent dans la culture arabe, et il n'y en a pas beaucoup qui dansent, elles ont plutôt les bras le long du corps. Donc c'est là que c'est drôle. C'est une Syrienne qui est exilée au Caire, qui regarde des films américains et qui va copier ces chorégraphies hollywoodiennes complètement inventées out of nowhere, exotiques, et du coup qui va mettre ça dans un cabaret. Son cabaret, elle va l'appeler comme elle le Badia, et tout le monde va s'y précipiter parce qu'on va voir des danseuses avec le ventre et qui vont faire ces danses lascives. J'adore quand vous faites ça, André. Ouais. Et du coup, ça m'a donné envie de voir une danse orientale. Alors du coup, je vous demande d'accueillir, avec André bien sûr qui les accompagne au piano, Gemma, Lina, Assia de la troupe Les Mille et Une Nuits. La scène est à vous.
Merci beaucoup à la troupe des Mille Merci et Une beaucoup. Nuits de nous Merci. avoir envoûtés ce matin. Il est maintenant temps d'ouvrir notre dossier du jour. Alors, pourquoi notre ventre pilote à la fois notre humeur et la plupart de nos émotions? Stan Gusman, enquêté. Encore lui? J'arrête pas. Soyez les bienvenus au cœur de notre microbiote intestinal. 1 kilo d'une faune merveilleuse faite de champignons non pathogènes, de gentivirus, de bactéries ou de parasites qui nous veulent du bien. Bref, un véritable écosystème propre à chaque individu qui tapisse nos intestins. Et vous allez voir que le big boss de notre santé mentale, c'est lui. La raison à cela, notre ventre compte 500 millions de neurones, ce qui en fait le deuxième système nerveux de notre organisme. D'où son surnom de deuxième cerveau. Voilà qui explique pourquoi ventre et cerveau communiquent constamment ensemble par l'intermédiaire du nerf vague, le nerf le plus long du système nerveux. Ensemble, ils forment donc un duo complémentaire qui assure inconsciemment notre équilibre psychique. Résultat, quand notre microbiote intestinal va, tout va. Par exemple, nos intestins assimilent parfaitement les nutriments et ils informent alors notre tête que nous sommes arrivés à satiété, ce qui évite de grossir et qui prévient de nombreux troubles alimentaires. Autre bienfait d'un microbiote en pleine santé sur notre esprit, les fibres nerveuses de notre paroi intestinale qui livrent comme jamais à notre cerveau des stocks de sérotonine. Car oui, l'hormone du bonheur est sécrétée à 80% par notre tube digestif. Ceci explique bien des choses. Ceci explique notamment qu'à l'inverse, quand notre microbiote intestinal est altéré, notre santé mentale en prend un sacré coup. Preuve en est, quel est le point commun entre 60% des dépressifs? Eh bien, ils ont un microbiote intestinal en mauvaise santé. Tiens donc. Alors, coïncidence? D'après le docteur en neurosciences et spécialiste Guillaume Font, certainement pas. Alors, comment bichonner son microbiote intestinal pour vivre heureux? Il va nous livrer sa prescription. Bonjour Guillaume Font. Bonjour. Merci Bonjour. de nous faire le plaisir d'être là ce matin. Vous êtes docteur en psychiatrie et en neurosciences. Vous êtes l'auteur du livre Bien manger pour ne plus déprimer. On est en plein dans notre dossier. Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors on l'a vu, notre ventre n'a pas usurpé son surnom de deuxième cerveau. Notre microbiote intestinal est la clé d'une bonne santé mentale. Il faut donc en prendre soin. Et vous, docteur Guillaume Font, vous cherchez à populariser un concept un peu nouveau, la psychonutrition. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors la psychonutrition, il ne faut pas le confondre avec les troubles du comportement alimentaire. On ne va pas parler d'anorexie ou de boulimie, qui sont des troubles psychiatriques bien identifiés. Donc c'est un problème de rapport à la nourriture. Moi, mon sujet de recherche, c'est la psychonutrition. La psychonutrition, c'est l'influence de l'alimentation sur la santé mentale. On peut améliorer l'anxiété et la dépression, par exemple, en améliorant sa nourriture. Docteur Font, expliquez-nous précisément quel est le lien entre notre intestin, notre microbiote intestinal et notre cerveau et les troubles associés. Expliquez-nous un petit peu la mécanique. En fait, on a 4 grandes voies qui relient l'intestin au cerveau. C'est ce que j'explique à mes patients tous les jours. Je leur fais des petits schémas. Donc, la première voie, c'est une voie de l'axe immunitaire. C'est-à-dire que notre microbiote, les bactéries de notre intestin, stimulent notre immunité. Et l'immunité est liée à la santé mentale. Quand on est dépressif ou anxieux, on a un système immunitaire plus faible, on va avoir un rhume plus facilement et réciproquement. Ensuite, il y a les neuropeptides, c'est des peptides qui sont des petits acides aminés libérés par l'intestin et qu'on retrouve dans le cerveau, c'est une voie de communication. Il y a la voie de la perméabilité de l'intestin. Normalement, un intestin, c'est imperméable, c'est censé nous protéger, filtrer nos aliments. Et quand on est en condition inflammatoire, ça va laisser passer des agents inflammatoires dans le sang et dans le cerveau. Et puis la dernière voie, c'est la fameuse voie du nerf vague. On en avait parlé, Ali. Cher à l'année dernière. madame. Ah oui, c'est mon obsession. Le nerf vague est mon meilleur ami, ou mon meilleur ennemi, je ne sais pas. Alors, quelle maladie pathologique on peut soigner avec la psychonutrition, par exemple ? Moi, le plus fréquemment, en fait, c'est l'anxiété et la dépression que je soigne, parce que c'est des troubles qu'on trouve dans quasiment toutes les pathologies mentales. C'est-à-dire qu'on ait un trouble bipolaire, une schizophrénie ou d'autres troubles psychiatriques. Des TSA aussi, des troubles du spectre autistique, Oui. ça rentre dans compte Il y a des liens qui ont été démontrés, effectivement, entre les troubles de l'intestin et le développement de troubles du développement chez l'enfant, aussi bien l'autisme que l'hyperactivité de l'enfant. Maintenant qu'on a posé le diagnostic, je n'en ai pas fini avec vous, docteur Guillaume Font. J'ai une question à vous poser. C'est la question les yeux dans les yeux. Quelles sont les solutions pour rééquilibrer son microbiote intestinal afin de se sentir bien dans sa tête? C'est-à-dire que vous préconisez certains compléments alimentaires. Quelle est votre prescription pour aller mieux précisément?
Alors la première ligne de la prescription, c'est ce qu'on appelle le régime crétois, le régime méditerranéen, donc augmenter les légumes, les fruits, les légumineuses. Il a été démontré qu'augmenter sa consommation de fruits diminuait de 15% le risque de faire une dépression, augmenter les légumes diminue de 9% le risque de faire une dépression. Donc c'est vraiment la star, ce sont les considérable. fruits, si je vous entends bien. Fruits et légumes en priorité, ça va nourrir le microbiote et améliorer la communication entre l'intestin et le cerveau. Et sans aller jusqu'à la dépression, ça marche pour l'anxiété, on est d'accord? Oui, en fait, Ok. tout ce qui marche sur l'anxiété marche sur la dépression et réciproquement, parce que souvent, la dépression commence avec de l'anxiété et la dépression entretient l'anxiété. Il y a un cercle vicieux qui Et comment ça s'explique? Alors en fait, les fruits et les légumes contiennent des nutriments qui nous manquent dans notre alimentation occidentale moderne. On absorbe beaucoup de nourriture ultra transformée et elles ont été appauvries en nutriments. Parmi ces nutriments, il y en a qu'on prescrit en complément alimentaire. Les oméga 3, par exemple, on n'en trouve quasiment plus dans l'alimentation. Les Français ont un apport en oméga 3 de 600 mg par jour, alors qu'il en faudrait 2 grammes par jour. Donc on est en dessous du tiers. Donc c'est pour ça que je prescris directement la gélule en supplémentation. Et il faut au moins 1 gramme d'EPA, c'est un type d'oméga 3, on le voit sur les boîtes. 1 gramme par jour d'EPA pour la dépression et 400 mg par jour de DHA pour l'anxiété. C'est bon aussi pour la santé cardiaque, ces oméga 3. C'est ça qui est super avec les oméga 3, c'est qu'en fait ça améliore non seulement le cerveau, mais l'ensemble de l'organisme. Ça fait diminuer les taux de lipides. On parle beaucoup des problèmes de cholestérol et de maladies cardiovasculaires. Donc ça améliore aussi les yeux. En ophtalmologie, ça protège de la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc ils ont vraiment beaucoup de vertus. Alors, oméga 3, fruits, légumes. Ensuite. Vitamine D. Oui. Alors ça, c'est pour tout le monde. Il y a le bulletin épidémiologique hebdomadaire, donc la plus grande revue d'épidémiologie française, qui a montré qu'il y avait 80% des Français qui étaient en insuffisance de vitamine D l'hiver. L'hiver, ça commence maintenant. La moitié de la vitamine D vient de l'alimentation et la moitié de l'exposition au soleil. À partir d'octobre, en France, là, dans la majeure partie, bon, j'ai la chance de venir de Marseille, mais dans la majeure partie de la France, c'est compliqué quand même d'avoir l'apport de vitamine D nécessaire. Fruits, légumes, oméga 3, vitamine D, c'est tout? Et non, il reste le zinc. Donc le zinc, en fait, a démontré son efficacité dans l'amélioration de la dépression. Ça, c'est des recommandations qui viennent d'être publiées cet été par 2 grandes sociétés psychiatriques internationales. Donc j'insiste sur le fait que c'est parfaitement démontré scientifiquement. Oméga 3, vitamine D et zinc sont recommandés maintenant dans le traitement de la Et on dépression. retrouve ce zinc dans quel aliment et à quelle dose il faut prendre ce zinc? Les huîtres. Huîtres, oui. Alors effectivement, il y a tous les fruits de mer et puis beaucoup de légumes. Après, c'est l'absorption du zinc qui va varier d'un aliment à l'autre. Mais l'idéal, c'est toujours une alimentation diversifiée. Si on vous écoute, si on écoute bien votre prescription, est-ce que par exemple les personnes qui sont en dépression et qui sont sous anxiolytiques peuvent se permettre d'arrêter et de passer justement à ce que vous dites vous, ou est-ce que c'est en amont? Comment ça se passe? Donc il ne faut pas confondre anxiolytique et antidépresseur, je le dis pour nos spectateurs, parce que souvent il y a une confusion quand je demande à mes patients est-ce que vous avez été traité par antidépresseur, ils me répondent oui, je prends du Xanax. Et en fait, c'est un anxiolytique. Donc il y a vraiment 2 types de médicaments différents. Alors, anxiolytique ou antidépresseur? Alors antidépresseur plutôt peut-être? Parce que les antidépresseurs peuvent être prescrits pour l'anxiété et pour la dépression. Ils ont été développés dans la dépression comme leur nom l'indique, et puis en fait ils marchent aussi dans l'anxiété. Donc en fait c'est une question qui est compliquée parce que ça va dépendre de chaque patient et de son histoire. C'est-à-dire si la personne a fait des épisodes à répétition qui ont été sévères, on ne va pas recommander l'arrêt du traitement par antidépresseur, parce que souvent en fait il va être nécessaire. Ça peut être une déficience presque génétique dans le cerveau, si on a des carences en sérotonine, en noradrénaline dans le cerveau. Donc ça c'est à l'appréciation de chacun. Par contre, les anxiolytiques, eux, ne sont pas recommandés au long cours. Donc effectivement, les personnes qui nous regardent doivent savoir que c'est des médicaments, les anxiolytiques, je ne parle pas des antidépresseurs, qui peuvent induire des dépendances, qui diminuent la vigilance. Donc avec la conduite automobile, c'est compliqué. Et ça augmente le risque de chute chez les personnes âgées. Donc il faut faire très attention à leur consommation. Donc si on prend du zinc, si on prend tout ce que vous nous avez dit, on peut... On fortifie son cerveau de sorte à ce qu'il soit le moins vulnérable possible à l'anxiété et à la dépression. Ça va nous rendre plus forts. Vous allez grossement faire des ordonnances. Ce qui est important également, c'est d'éliminer de l'alimentation ultra transformée. Et puis, c'est l'activité physique, parce qu'elle a un lien aussi avec la bonne santé de notre microbiote intestinal. Ça, c'est très important. Tout à fait. En fait, ce qui est recommandé, c'est du sport, si possible en groupe, parce que ça augmente la motivation, ça crée du lien social, parce qu'on sait que la fragmentation du lien social, c'est une grosse source d'anxiété et de dépression. On n'a jamais été autant connecté et déconnecté en même temps. En fait, on est connecté par les réseaux sociaux et déconnecté de nos voisins, de nos amis, de notre environnement de plus en plus. On l'a vu avec le Covid aussi. Et donc, l'activité physique, elle est fondamentale à plusieurs niveaux. Elle est anti-inflammatoire. Elle va permettre de dépenser ces calories qu'on absorbe souvent en grande quantité. Donc, elle a énormément de bienfaits. Et une bonne alimentation ne va pas sans une bonne activité physique, bien sûr. Et juste, j'avais une petite question moi aussi, parce que c'est passionnant. Les fameux probiotiques. Ah oui. Ah. Ouais.
On les réserve aux personnes qui ont des problèmes de digestion, ça peut être des inconforts digestifs. On a parlé tout à l'heure de la maladie de Crohn, donc des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc tout ce qui peut appeler autour du ventre, généralement les personnes le savent bien, les personnes anxieuses ont souvent des problèmes de diarrhée, de constipation, donc elles vous le disent assez rapidement en consultation. Rappelez ce que sont les probiotiques quand même. Et donc les probiotiques, c'est des bactéries vivantes et ces bactéries vont nous protéger, en fait, elles vont renforcer les bactéries de notre intestin et elles vont stimuler notre système immunitaire. Et maintenant, il a été démontré dans plusieurs méta-analyses, donc plusieurs compilations d'études de bonne qualité, que c'était efficace dans le traitement de l'anxiété et de la dépression. Et si on suit vos recommandations, docteur Font, au bout de combien de temps on peut voir des effets sur notre humeur, sur notre déprime, notre dépression? Alors pour l'alimentation, il a été démontré que seulement 2 semaines de modification alimentaire modifiaient le microbiote. Donc on voit déjà des effets dans le microbiote. C'est une excellente Très bonne nouvelle. Quand on passe d'un régime riche en graisses saturées, en sucre rapide, à un régime riche en protéines et en fibres, en 2 semaines, on voit des changements au niveau du microbiote. Pour la santé mentale, c'est en quelques semaines, ce qui est souvent plus rapide que l'effet des antidépresseurs, par exemple. Formidable. Bon, c'est formidable. Donc tenez 2 semaines et vous vous sentirez beaucoup mieux. On le sait, la peau est un marqueur de notre santé psychique et physique. Des éruptions cutanées comme la rosacée, l'acné, le psoriasis sont souvent les symptômes d'une mauvaise santé intestinale et surtout de la présence de vers parasites dans notre ventre. Oui, oui. Et là, il est souvent très compliqué de poser le bon diagnostic. Heureusement, on va faire la lumière sur le sujet. Notre journaliste Mariam Mouang a rencontré la star de la dermatologie, le formidable professeur Philippe Imbert. Bonjour Philippe Imbert. Bonjour Marianne. Je voulais vous parler de petites bêtes qui peuvent nous rendre la vie extrêmement difficile. J'ai nommé les vers intestinaux. Et oui, Oxyure, Ascaris ou encore Toxocarose, ces petits parasites entrent dans notre organisme via de la nourriture contaminée que l'on ingère ou lorsque l'on met à notre bouche nos mains sales. Une fois qu'ils sont entrés dans notre corps, ils adhèrent à notre paroi intestinale. Et si celle-ci est trop poreuse, ils sont alors susceptibles de s'y loger. Pour que ces vers s'installent dans notre organisme, il faut qu'il y ait une maladie, par exemple de l'intestin, et vous les gardez pendant longtemps. Et parmi ces maladies intestinales qui permettent aux vers de s'installer dans notre ventre, on note les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou encore une intolérance à certains types de gluten. Et selon Philippe Imbert, on serait plus nombreux qu'on ne le pense à être contaminés. Dès lors que vous avez des symptômes digestifs, c'est sûr que vous avez des parasites à 90%. Mais si nous ne soupçonnons pas la présence de ces vers dans notre organisme, c'est que lorsque nous avons été contaminés, les désagréments qu'ils nous causent évoluent au cours de notre vie. Les mycoses, par exemple, les pseudocystites, c'est chez la femme jeune. Mais plus tard, la personne va faire peut-être de l'asthme, va faire peut-être de l'urticaire, toujours dû au même parasite. Le mode d'expression de ces parasites sera différent. Vous l'aurez compris, entre éruptions cutanées, démangeaisons du cuir chevelu, cystite, mycose, gènes respiratoires ou encore troubles digestifs, les symptômes sont si variés qu'il est difficile de savoir que ce sont les vers les responsables. Heureusement, Détective Imbert sait repérer les indices pour ne pas se faire berner. Exemple courant avec des patients présentant des symptômes ressemblant fortement à ceux d'une infection urinaire. Et pourtant... Je vais me précipiter sur les analyses d'urine. Et qu'est-ce que je vais voir ? Que ce ne sont pas des analyses d'infection urinaire. Parce que la définition d'une infection urinaire, c'est lorsqu'il y a des globules blancs dans les urines. Ces malades-là n'ont presque pas de globules blancs. En revanche, ils ont beaucoup de bactéries, de microbes. Ils ont donc une fausse infection urinaire. Les erreurs de diagnostic sont nombreuses. Alors pour certifier ou non la présence des vers, professeur Imbert vous prescrit des prises de sang. Si on veut des preuves biologiques, on va chercher dans le sang, pas dans les selles. Parce qu'on a longtemps cru que s'il y avait des vers, on va les trouver dans les selles. Or, quel est l'être pluricellulaire qui va vivre sur des matières fécales? Aucune. Donc les vers, s'ils sont là, ils vont vivre aux dépens d'une muqueuse qui va les nourrir. Et c'est donc dans l'analyse de notre sang que l'on peut savoir si des vers logent dans nos intestins. Un déficit d'anticorps intestinaux ou encore la présence d'anticorps fabriqués quand votre ventre est attaqué par des parasites sont autant de preuves de leur existence. Et est-ce qu'il y a de bons réflexes qu'on peut adopter pour éviter d'être contaminé par ces vers? Oui, toujours se laver les mains, avant de faire la cuisine, bien entendu. Avant de prendre une carotte pour l'éplucher, on se lave les mains. Merci beaucoup, professeur. À votre service. Merci. Eh oui, vous vous rendez compte, tout ce qu'on ne teste pas, tout ce qu'on ne sait pas. Merci au docteur Imbert, professeur Imbert d'ailleurs, pour son éclairage. Christophe, on n'a pas encore évoqué l'un des rôles fondamentaux de notre microbiote intestinal. C'est celui qui régit 70% de notre système immunitaire. C'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Alors 70%, je ne saurais pas vous dire exactement, je ne sais même pas si des experts comme Guillaume peuvent dire 60, 70, 80. En tout cas, le microbiote joue un rôle très important dans notre immunité de tout un tas de façons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le microbiote est présent bien sûr dans notre tube digestif, mais aussi dans l'appareil respiratoire, au niveau des muqueuses respiratoires, au niveau de tout un tas de zones corporelles. Alors il exerce un effet direct déjà, puisque le microbiote, ce sont entre guillemets des bonnes bactéries qui occupent la place et donc qui empêchent les mauvaises, entre guillemets, les bactéries pathogènes associées à des maladies de s'installer. La place est déjà prise par les bactéries du microbiote. Et puis, il agit, par exemple, sur les cellules du tube digestif. Il stimule, il répare, il entretient pour partie ces cellules du tube digestif qui elles-mêmes sont une barrière immunitaire qui vérifie quand même que ce qui va être absorbé ne soit pas toxique pour l'organisme. Le microbiote digestif sécrète aussi une substance que Guillaume met beaucoup en avant dans son livre, le butyrate. C'est des acides gras à chaîne courte qui jouent un rôle important dans l'immunité, mais aussi dans beaucoup d'autres fonctions corporelles qui facilitent l'absorption du sucre par les cellules, qui donc facilitent l'action de l'insuline, qui aident à réguler la tension artérielle. Donc oui, notre microbiote fait beaucoup de travail pour nous sans qu'on se rende compte. Donc nourrissons-le bien. Voilà, d'où l'importance du thème du jour. Donc vous l'aurez compris, cultiver un bon microbiote intestinal, c'est à la fois bon pour la santé physique et psychique. Merci beaucoup Guillaume Font d'avoir été là aujourd'hui. Je rappelle votre livre, Bien manger pour ne plus déprimer. Excellent livre. Excellent livre, prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau. C'est assez révolutionnaire. C'est aux éditions Odile Jacob. À bientôt, docteur. Bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Alors, ouvrons maintenant le chapitre de la nutrition avec celui qui est responsable de notre prise de poids collective et de nombreux problèmes gastriques. Je parle de lui. Évidemment. Ah oui. Et oui, je veux parler du sucre et plus précisément des pics de glycémie. Vous savez, ces fameuses montées de sucre dans le sang qui interviennent souvent après un repas copieux et qui sont source de nombreux problèmes comme les troubles du sommeil, la fatigue chronique ou encore l'irritabilité. Mais on peut les éviter afin d'être plus productif et en meilleure santé. Et c'est Elsa, notre chère Elsa, qui nous parle de cette révolution. Merci. Et je peux vous en parler d'autant plus, Ali, que moi, je souffre d'hyperphagie, c'est-à-dire c'est comme la boulimie, mais je ne me fais pas vomir. Et je souffre aussi d'une addiction au sucre depuis plus de 15 ans. Donc en fait, les pics de glycémie, les troubles du sommeil, les changements d'humeur et la fatigue physique, enfin, je connais tout ça par cœur, c'est mon quotidien. J'ai mal au ventre depuis des années. J'ai mal au ventre même quand je vous dis là que j'ai mal au ventre. Quand j'ai écrit cette chronique, Christophe, j'ai pensé à vous parce que mon ventre était quasiment devenu un ennemi que je remplissais comme ça par dégoût, en fait, jusqu'à cet été où je suis tombée un peu par hasard sur ce livre, Faites votre glucose révolution. Très bon livre. C'est un best-seller. C'est un best-seller. Alors justement, c'est un best-seller. Elle en a vendu 500 000 dans le monde entier. Elle a 32 ans, Jessie Chobsey. Elle est biochimiste, elle est française, elle est spécialiste de la vulgarisation scientifique. Et ce livre, elle désigne le glucose vraiment comme coupable de nos maux du quotidien et comme ennemi de notre santé. On a eu la chance, on est allé la rencontrer, elle était pour quelques jours à Paris. Et elle nous explique comment, avec sa méthode, on peut approfondir finalement et lisser nos pics de glycémie. Bonjour Jessie. Bonjour Elsa. Alors le glucose, pour être très honnête, moi j'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Qu'est-ce que c'est le glucose? Le glucose, c'est l'énergie principale de ton organisme. On l'obtient en mangeant des aliments sucrés ou des féculents. Donc après un bon plat de pâtes par exemple, ma concentration de glucose dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, augmente fortement jusqu'à atteindre un pic 2 heures après l'avoir avalé. J'ai compris du coup que ces pics entraînent beaucoup de symptômes, genre fringales, fatigue chronique, problèmes de peau, prise de poids, sommeil perturbé, problèmes hormonaux, etc. C'est moi. Donc en fait, l'idée c'est d'aplatir ces pics pour vraiment être au top et se réveiller les matins en se sentant bien. Mais pas de panique, pour lisser vos pics, vous n'aurez pas besoin de porter un capteur de glycémie comme l'a fait Jessie, car après avoir lu des centaines d'articles scientifiques, notre expert en glucose a synthétisé des conseils qui suffiront à améliorer votre quotidien. Numéro 1, petit déjeuner salé plutôt que sucré. Si ton petit déjeuner fait un pic de glucose, tu vas avoir faim très vite après. Et toute la journée, tu vas avoir des fringales et te sentir un petit peu molle énergétiquement. Ouais. Deuxième, manger les aliments dans le bon ordre.
on mange les légumes en premier, les protéines et les graisses en deuxième, et les féculents et les sucres en dernier. Et pourquoi c'est important? Parce que les légumes contiennent de la fibre. Si tu manges de la fibre en début de repas, la fibre va arriver dans ton intestin et va se déployer en mode transformeur sur les parois comme ça, et va protéger ton corps du trop glucose qui arrive après. Mais Jessie, si on a un sandwich, ça veut dire qu'on doit le manger la salade, puis le jambon, puis le pain? Quand on a un sandwich et que c'est pas facile de décomposer les aliments, on passe au conseil numéro 3, qui est on ajoute une entrée à base de légumes à chaque repas. Et oui, toujours pour cette même raison, les fibres protègent notre organisme du trop-plein de glucose. 4e conseil. Ajouter du vinaigre. Donc le vinaigre est assez magique, ça agit sur la digestion, ça ralentit la vitesse à laquelle les féculents sont transformés en glucose. Et deuxièmement, ça dit à tes muscles d'absorber le glucose qui arrive après un repas, un peu comme si tu faisais du sport. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Avant un repas, on prend un grand verre d'eau, on met une petite cuillère de vinaigre dedans, on boit ça avec une paille pour protéger les dents, ou on met du vinaigre sur l'entrée à base de légumes. Mais ce qui est le plus génial dans la glucose révolution, c'est qu'il n'est absolument pas question d'abolir les sucreries. Pour continuer à se faire plaisir sans fringale, Jessie a la solution. Il y a beaucoup de gens qui se disent addicts au sucre. Et en fait, quand tu restes sur ce roller coaster glycémique, à chaque fois que ta glycémie chute après un pic, elle active le centre des fringales dans le cerveau. Donc, moi, je suis d'avis qu'il faut manger ce dont on a envie parce que le plaisir, c'est quand même sympa. Et la vie, c'est fait pour manger des chocolats, perso. Okay. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser le plaisir et réduire les effets sur le corps et le cerveau. C'est un conseil qui s'appelle « habiller vos glucides ». Donc quand on mange des glucides, donc féculents ou sucre, on va manger un petit peu de protéines, de graisse ou de fibres avec pour diminuer le pic. Donc par exemple, avant l'éclair au chocolat, tu peux manger un yaourt, tu peux manger 5 amandes ou un petit bout de fromage, tu vois, quelque chose comme ça. C'est pas un régime, c'est pas un espèce de truc insoutenable, c'est vraiment juste apprendre comment ton corps fonctionne et l'aider à être en santé optimale. Merci beaucoup, Jessie. Merci Elsa. Merci. Alors, je sais que vous l'avez lu aussi, Agathe. Oui. Moi, ça a changé beaucoup de choses parce qu'effectivement, quand elle dit à la fin « habillez vos glucides », ça veut dire... moi, j'ai changé mon alimentation. Au lieu de me prendre... Parce que ça fait des années qu'on dit « le sucre, on peut le manger à 17h, c'est pas grave ». Non, ce qu'elle dit, c'est que vous pouvez manger du sucre sans problème, mais mangez-le après le déjeuner ou après le dîner. Comme ça, il est habillé par des fibres, il est habillé. Et du coup, le pic de glycémie vient moins vite dans le sang. Tandis que si vous le mangez à 17h tout seul, effectivement, il y a un pic juste après. Ce qui est important, Elsa, tout de même, avec tous ces conseils, c'est de manger sans culpabilité. Bien sûr. C'est très important. C'est très important. Alors, c'est un livre qui le dit. Non, mais c'est difficile de manger sans culpabilité, Ali. Je pense qu'il n'y a pas le même effet quand vous mangez une bonne tartelette au citron. Si vous la mangez avec plaisir, vous la mangez en pleine conscience, vous la savourez. Et la manger avec la culpabilité de vous dire « Ah, mais ça va me faire mal au ventre, et je vais grossir, et ceci. » Non. Peut-être que parce que Ali, vous êtes capable d'en manger une de tarte au citron. Il y a des gens qui en mangent 3. Oui, bien sûr, bien évidemment. Donc c'est là-dessus que ça se passe. Mais évidemment que vous avez raison. Donc sinon, de toute façon, vous avez toujours raison. Habiller les glucides, ça veut dire manger un camembert avant d'attaquer une ça veut dire ça. Ça veut dire que tu manges du fromage, tu manges du yaourt avant ton cookies, tu vois. Génial. Merci Elsa. On en a parlé Elsa. dans votre sujet. Elsa, le produit miracle du moment, c'est le vinaigre de cidre. Vous allez voir qu'il est plein de vertus. Pour en parler, on retrouve notre journaliste Sarah Cadour. C'est donc un alicament dont on parle aujourd'hui, Sarah. Ali Agathe, je suis avec Marina, fondatrice d'une entreprise spécialisée dans le vinaigre de cidre. Alors Marina, comment cet élixir agit sur notre flore intestinale? Bien de plein de façons différentes, Sarah. La première chose intéressante à savoir, c'est que pour des personnes qui ont des problèmes de reflux, des problèmes de ballonnement ou de digestion, ça peut être super intéressant. Le vinaigre va apporter un petit kick d'acidité qui va permettre de mieux décomposer nos aliments et de mieux les digérer. Il faut savoir aussi qu'il est super riche en plein de bons nutriments et super riche en prébiotiques. Donc pour notre microbiote intestinal, pour la régulation de notre transit, ça peut être super intéressant. Une autre chose à savoir avec le vinaigre de cidre, c'est pour aider à la perte de poids. Il va permettre de diminuer l'insuline, qui est une hormone de stockage. Il va permettre aussi de maîtriser la glycémie. Une conséquence secondaire, c'est l'aide à la perte de poids. Et enfin, il va réguler l'appétit. On va arriver plus facilement à satiété, on va moins manger, on aura moins faim. Voilà. Et dernière étude super intéressante qui vient de paraître en Arizona, qui a été faite en 2021, qui montre le lien de corrélation entre la consommation quotidienne de vinaigre de cidre et notre mood, notre humeur, comment on se sent. On se sentirait mieux lorsqu'on consomme du vinaigre de cidre de façon quotidienne, quand on sait que notre estomac est relié à notre cerveau. Tout s'explique.
Eh bien, ça m'a donné envie. Comment on en prend, Marina? C'est super simple. Il suffit de prendre une cuillère à soupe diluée dans un verre d'eau. Alors moi, j'y vais à l'œil parce que j'ai un peu l'habitude. Voilà, on le prend avant le repas et on sent les bienfaits de façon immédiate, en fait. À la vôtre. Santé. Eh bien, je m'attendais pas à ça. C'est pas mal. Merci, Marina. Merci, Sarah. Ouais. Alors, il vaut mieux utiliser du vinaigre de cidre non pasteurisé et bio de préférence. Complètement. Moi, je veux dire une chose, c'est que je l'ai testé. Ça fait 1 mois que je le teste et j'ai une énergie incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de pic de glycémie, mais plus du tout. Je suis très, très en forme. Mais moi, j'ai testé, mais j'ai un estomac très fragile et ça ne m'a pas du tout arrangé. Donc après, effectivement, il faut faire moi, je peux pas. En tout cas, moi, je peux pas. Christophe, voilà. Ce que je voulais dire aussi par rapport à l'insuline, on parle souvent des pics de glycémie. Pourquoi c'est un problème, les pics de glycémie? Parce que le glucose n'a rien à faire dans le sang. Il faut qu'il rentre dans les cellules, puisque c'est le carburant de nos cellules, notamment de notre cerveau. 20% du glucose est absorbé par le cerveau. Mais pour qu'il rentre dans les cellules, effectivement, parfois, il faut l'aider un petit peu. Donc l'insuline sert à ça. Le microbiote intestinal facilite par la sécrétion de butyrate l'action de l'insuline, donc l'absorption du sucre par les cellules. Si le sucre traîne dans notre sang, c'est là qu'il fait des dégâts, comme dans le diabète. Merci beaucoup, Sarah. On va maintenant s'attaquer à un sujet pas très glamour, mais ô combien important, les problèmes gastriques. Et notre docteur maison, Gérald Kierzek, nous donne toutes les solutions médicales. C'est l'heure de la téléconsultation. Bonjour, docteur Gérald. Vous voulez dire que les choses pas Kierzek. pour moi, c'est ça? Ouais, exactement. Pas glamour. Pas glamour. Bon, bah, d'accord. Les téléspectateurs s'intéressent à leur ventre et ils ont plein de questions sur le sujet. On les salue d'ailleurs. Première question de Pauline, docteur, que vous allez peut-être pouvoir aider. Pauline. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. J'ai des petits problèmes de digestion. En fait, à la fin de chaque repas, j'ai cette sensation de lourdeur, d'avoir un ventre lourd et puis avoir l'impression d'avoir mon repas qui me reste sur l'estomac. Et donc, je voulais savoir si vous auriez quelques conseils pour faciliter la digestion. Première des choses, déjà, c'est de bien mastiquer. Ça paraît tout bête de dire ça, mais le fait de mastiquer, c'est déjà le début de la digestion. Et donc, ça permet d'avoir des aliments, le bol alimentaire, qui sont déjà fractionnés en petits morceaux et qui arrivent dans l'estomac. Et le travail va être plus facile pour cette poche gastrique, cet estomac qui va se contracter, qui va avoir de l'acide pour continuer à faire son travail et couper encore en petits morceaux pour commencer ensuite son long chemin et notamment l'intestin qui est juste après. Et c'est là où se passe la digestion. Sauf que si ça stagne en amont de l'intestin, dans cette poche gastrique, dans cet estomac, vous risquez de ressentir ces problèmes de lourdeur. Donc premier conseil, on mastique. Deuxième conseil, il faut éviter d'avoir une trop grande quantité d'aliments qui arrivent au même moment. Donc ça veut dire de réduire un peu les portions alimentaires, ça veut dire prendre un petit peu moins, prendre son temps. Quand on dit mastiquer, c'est aussi prendre du temps pour que ça puisse descendre tranquillement dans le tube digestif. Et puis, allez, je ne vais pas vous faire le docteur rabat-joie qui dit qu'il faut éviter la junk food, il faut éviter des aliments trop riches, trop gras. Mais oui, il faut éviter tout ça parce que tout ça, ça pèse sur l'estomac. Et puis, si vraiment vous avez des brûlures ou si vous avez cette sensation un peu de difficulté, il faut aller regarder du côté de la vésicule biliaire aussi. Alors, vous êtes un petit peu jeune pour avoir des problèmes de vésicule biliaire, mais parfois, quand on a des problèmes de digestion ou de lourdeur, la vésicule, c'est une petite poche qui envoie un liquide pour aider à la digestion. Et quand cette vésicule est un peu faiblarde, eh bien, ça donne des lourdeurs gastriques, ce que vous semblez avoir. Et si je peux me permettre, Gérald, est-ce qu'il n'y a pas aussi chez certaines personnes le fait de trop boire pendant les repas? Et il faut absorber les liquides plutôt avant le repas que pendant. On parle de l'eau ou de... Oui, non, de l'eau. De l'eau, ok. Exactement. D'abord, s'hydrater, c'est extrêmement important. Et s'hydrater tout au long de la journée, début de journée, fin de journée, quand le tube digestif, quand on se lève le matin, c'est le premier geste qu'on pourrait faire, c'est s'hydrater. Et effectivement, diminuer l'apport hydrique pendant les repas pour ne pas mélanger un peu la phase solide et la phase liquide. Et puis, je ne parle même pas des sodas ou des boissons gazeuses. Même l'eau gazeuse, ça peut donner, Pauline, ces problèmes un peu de digestion difficiles. Une question de Romane. Bonjour. Alors moi je souffre de ballonnements intestinaux et c'est vrai que je vois beaucoup mon ventre gonfler après avoir mangé. Alors comment je pourrais les supprimer naturellement?
Alors, les mêmes conseils que précédemment, c'est-à-dire qu'il y a l'estomac qui peut gonfler, mais ça peut être aussi après l'estomac que ça peut gonfler. Et il y a une maladie qu'on connaît très peu qui s'appelle le SIBO. Alors, le SIBO, c'est un acronyme anglais, hein, c'est le Small Intestinal Bacterial Overgrowth. C'est quoi? C'est une pullulation bactérienne. En fait, c'est des bactéries qui sont, c'est le microbiote, vous en avez beaucoup parlé, c'est indispensable d'avoir des bonnes bactéries, mais parfois ces bonnes bactéries, elles sont au détriment des mauvaises bactéries qui prennent le dessus parce qu'on a eu des antibiotiques, parce qu'on a mangé de la nourriture qui n'est pas de la nourriture enrichissante et notamment les mauvais nutriments, et ça peut donner ce que vous décrivez, cette espèce de ballonnement, voire de gonflement, et c'est très très désagréable. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter les aliments qui vont fermenter, qui vont rajouter un peu de gaz, qui vont rajouter cette augmentation et cette sensation, et c'est plus qu'une sensation, c'est qu'on voit vraiment gonfler le ventre. Donc on va éviter tout ce qui est FODMAPs. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ce terme des FODMAPs. C'est les sucres, c'est les fructoses, c'est le lactose. Et alors, il y a des aliments qui en sont riches et d'autres qui en sont pauvres. Donc moi, mon conseil, ça serait plutôt de privilégier une alimentation pauvre en FODMAPs. Et alors, quand on regarde un peu, c'est les carottes, c'est les concombres. Donc c'est pas n'importe quels fruits et légumes, parce qu'il y a des fruits et légumes qui sont très riches en FODMAPs et ça va aggraver. Comme les choux, par exemple, qui sont riches en FODMAPs. Oui, mais le raisin, la laitue, tout ça, c'est des aliments qui sont très bons. Il y a des poissons, il y a des fromages à pâte dure aussi. Les œufs, ça peut être très bien. Et quand on a des problèmes un peu gastriques ou des problèmes d'estomac, la première étape, c'est quand même de consulter. Alors, pas forcément un gastro-entérologue qui est spécialiste du tube digestif, mais consulter son médecin généraliste, faire un peu le point, faire un peu un check-up. Et si tout va bien sur le plan organique, sur le plan de votre tube digestif, à ce moment-là, on regarde les histoires de FODMAP et de troubles fonctionnels. On a encore le temps pour une dernière question, je crois. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. Voilà, moi je suis sujette à des problèmes d'indigestion et de reflux gastrique, et je me suis rendu compte que ces symptômes sont apparus à peu près au moment de la périménopause, pour ne pas dire la ménopause. Et je me demandais s'il y avait un lien entre ces troubles gastriques et périménopause et ménopause, et si oui, comment est-ce que je peux atténuer ça? Alors, il y a tellement de modifications hormonales lors de la ménopause qu'il y a probablement un lien. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un changement total dans l'organisme. Ce qui est clair dans ce que vous dites, c'est qu'il faut déjà éliminer des petits problèmes type vésicule biliaire. Et si la vésicule fonctionne bien, après, il y a des petites choses assez simples à faire pour éviter ces reflux. C'est notamment de surélever la tête du lit. Ça paraît tout bête, mais si vous mettez des cales sous les pieds côté tête de votre lit, vous allez dormir avec une position un peu inclinée, la tête un peu en hauteur. Et si la tête est un peu en hauteur, ça va éviter les reflux. Les reflux, c'est typiquement cette espèce de brûlure qui est derrière, mal à l'estomac. Ça remonte derrière le sternum, et particulièrement le matin, si vous êtes complètement allongé, ou pire, si vous avez les jambes en l'air, forcément le reflux gastrique va augmenter et va vous piquer un peu l'arrière-gorge. Et Donc, ça peut être la vésicule. Tout va bien pour votre Et le stress voisine. aussi, la gestion du stress. Je ne suis pas traité du tout. La gestion du stress est fondamentale, et on sait que la période de la ménopause, c'est parfois une période un peu difficile. Les bouffées de chaleur, il y a des troubles de l'humeur. Pareil, c'est tout ce bain hormonal qui va se modifier. Donc le stress qui augmente, et gérer son stress. Vous savez, je parle beaucoup d'auto-hypnose. Moi, j'adore faire ces séances d'auto-hypnose, et je me tourne vers Christophe aussi, qui adore la méditation. C'est extrêmement important parce que le corps et l'esprit, c'est complètement indissociable. Ça y est, je m'y suis mise grâce à vous, docteur. Et oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Kirzek. On vous retrouve la semaine prochaine. On vous retrouve la semaine prochaine. Alors, le ventre, c'est un symbole de féminité, la première source de complexe aussi chez la femme. 64% des sondés disent ne pas aimer leur ventre. Il faut donc agir. Place au supplément de Bel et Bien. Et avant de vous donner toutes les solutions psychologiques, mais aussi esthétiques pour assumer son ventre, Sarah Cadour est allée à la rencontre des Français afin de leur parler du rapport qu'ils entretiennent avec leur bidou. Un Français sur deux n'aime pas son ventre. Est-ce que vous en faites partie? Carrément, oui. Oui. Plutôt, ouais. Pourquoi? Il est flasque et mou. Pourtant, je suis pas grosse, mais je sais pas, il va pas ce ventre. Je suis pas à l'aise avec mon corps, et le ventre, pour les femmes, je trouve que c'est quelque chose qui gonfle facilement. C'est un peu notre deuxième cerveau, donc petit problème avec ça. C'est une forme qui est pas celle qu'on voit dans les publicités, et du coup, on se dit toujours est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il va bien? C'est pas très esthétique, quoi, en fait. Alors, je vais vous demander de dessiner votre ventre. Comment vous voyez votre ventre? C'est parti. En fait, c'est moi avec un ventre mou. Désolée, je suis naze en dessin. Donc, ce ne sont pas des abdos, quoi. Non, c'est le mou du ventre qui pendouille. Voilà. J'ai des fois des petits muscles là.
avec mon petit nombril et j'essaye de faire un petit cœur parce que quand même on peut manger grâce à notre ventre et c'est plutôt pas mal. Le mien, il est arrondi. Non, je dirais qu'il a des formes, il a des petites marques d'amour, j'aime bien, des petites marques de souvenirs, donc les vergetures. Quand est-ce que votre ventre vous complexe? Dans le miroir, sur la plage. J'ai jamais eu de maillot à 2 pièces. Le soir, une fois que la journée elle est passée, même si je suis allée à la salle, que j'ai fait du sport, je me trouve gonflée. Oh, en vrai, pendant les règles, forcément. Quand je suis prise en photo. Allez les filles, on prend la pause et on l'accepte ce ventre. Vous êtes complexé, mais vous voyez qu'il est pas mal votre ventre. Je ne me vois pas comme je suis. Parfait. Moi j'aime bien, il est beau. Vous avez un beau ventre. Dites-le, j'ai un beau ventre. J'ai un beau ventre. C'est quoi vos petites techniques pour camoufler votre ventre? Les tailles hautes, les jupes évasées. Non, je m'habille années 50, j'aime bien. Les gros pulls, les grosses vestes, les gros t-shirts. Dans quelle situation aimez-vous votre ventre? Tous les matins, parce que je sais que le matin, je suis toute plate et c'est waouh. Quand j'étais enceinte, là je me disais, ça y est, il a des bonnes raisons d'être un peu gonflé ce ventre. Est-ce que votre ventre vous parle? Beaucoup, il fait beaucoup de bruit. Il est contrarié ce ventre. Un peu en ce moment, un petit peu contrarié. Il est l'heure d'aller manger là. J'étais partie. Désolée. Oui mais là, il est tout plat du coup, parce qu'il n'a pas mangé. Bonjour Alice Augustin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au magazine Elle, spécialiste des questions de société touchant aux droits des femmes ainsi qu'à la sexualité. On l'a vu, pour la majorité des Françaises, le ventre arrive en tête des complexes. Mais la faute à qui quand même? Pourquoi la représentation du ventre des femmes dans l'espace public ou dans les médias n'est pas représentative de la réalité du ventre des femmes? Alors c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, hein. Dans les médias, dans la pub, dans la culture, au cinéma, on voit des ventres de femmes, la plupart du temps, plats, toniques, sans défaut, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de cellulite, il n'y a pas de vergeture, c'est une réalité. Mais les médias, la culture, etc. ne sont que le reflet en fait, de notre société et des normes de beauté qui sont édictées par cette société. Alors évidemment, pour beaucoup de penseuses et de chercheuses féministes, la responsabilité de ces normes en revient un peu aux hommes qui dominent notre société et qui posent ce regard masculin sur le corps des femmes. Donc c'est une forme de contrôle en fait du corps féminin. Alors c'est vrai, on le voit, hein, l'obsession pour la taille fine, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle continue encore. Des siècles auparavant, les femmes portaient des corsets, hein, c'était une façon de contraindre le ventre. Après, elles ont porté des gaines. Et même quand le corps se libère de ses vêtements dans les années 60, on voit l'apparition des premiers régimes. Donc une fois de plus, une façon de contrôler le ventre des femmes de manière un peu plus symbolique et intérieure. Après les années 80, c'est le fitness, les abdos fessiers, on sculpte son ventre de l'intérieur. Et on a vu en début d'émission que ça continuait aujourd'hui, hein, avec des influenceuses comme Émilie Ratajkowski, si j'arrive à prononcer son nom. Emrata, je vais dire Emrata, voilà, qui affiche sur les réseaux sociaux ou sur les tapis rouges des ventres irréels, quoi, des ventres concaves, incurvés. Surtout après avoir accouché. Après des accouchements. Donc vraiment des ventres de l'au-delà. Enfin, je ne sais même pas comment elles font ces filles. Et donc on a ces représentations-là. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a aussi des coachs sportifs qui sont suivis par des millions de femmes qui font des pratiques un peu bizarres comme le stomach vacuum. Ça peut paraître un peu... En fait, c'est des mélanges de respiration et de gainage pour obtenir ce ventre toujours plus plat. Donc effectivement, on est bombardé en permanence de représentations et on voit bien que c'est essentiellement des femmes qui ont été interrogées dans votre sujet, donc c'est vraiment les femmes qui sont les premières ciblées par ces complexes. Et cela dit, les choses commencent à changer un petit peu, Alice, avec le mouvement body positive là, qu'on connaît. Il y a notamment des mannequins grande taille comme Ashley Graham ou Gabi Fresh. Elles assument leur forme, elles, non Tout à fait, et fort heureusement, c'est vrai que ce mouvement body positive qu'on peut traduire par acceptation de soi ou acceptation de tous les corps, œuvre effectivement pour des représentations un peu plus variées du corps féminin. Donc on voit ces mannequins défiler, on voit ces mannequins dans les pages de magazines avec des formes plus rondes, comme on voit là, ça c'est Ashley Graham. Elles sont sublimes. Avec, voilà. Mais alors, juste pour un tout petit peu mettre un bémol, c'est que souvent ces filles aussi correspondent à cette norme de beauté, à ce canon de beauté qui est la silhouette un peu sablier. Oui, c'est ça, c'est encore quand même voilà, un carcan. Donc là, si on parle du ventre, parlons-en. Donc il y a des formes, donc poitrine généreuse, fesses généreuses, mais taille ultra fine. Et je pense que l'exemple le plus parlant de cette norme encore, c'est Kim Kardashian, voilà. Donc qui a ce physique complètement pareil, irréel, avec ses fesses imposantes et cette taille. Mais c'est pas des vraies fesses, ça, si?
Alors, pas des fausses fesses non, de toute façon, là-dedans, qu'est-ce qui est vrai? Je ne sais pas. Après, elle fait ce qu'elle veut, Kim Kardashian, mais effectivement, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour obtenir ce corps-là. Alors on le voit sur les réseaux sociaux, les femmes de plus de 50 ans revendiquent davantage de visibilité. Certaines femmes, comme la mannequin Silver Caroline Ida, n'hésitent pas à montrer leur ventre. Quel est le message que ces femmes veulent faire passer ? Le message qu'il y en a marre d'être invisibilisé quand on a plus de 50 ans et qu'on est ménopausé, parce qu'en fait, pourquoi on remarque Caroline Ida, c'est parce qu'elle est une exception en réalité. Les corps de femmes de plus de 50 ans sont complètement invisibles, aussi bien dans la presse, quoique dans le L on en met un peu, mais dans le cinéma, dans la pub, etc. Vraiment, c'est un tabou ultime. D'ailleurs, je pense que c'est le prochain tabou qui va tomber et sur lequel on va travailler. C'est vraiment la question du vieillissement et de la ménopause chez les femmes. C'est nécessaire de les voir et j'espère qu'on en verra plus des corps de plus de 50 ans, mais aussi des corps en chair, des corps... voilà. Place à la question d'un de nos chroniqueurs qui a souhaité garder l'anonymat. Oui, alors voilà, depuis que j'ai passé le cap de la trentaine, j'ai le petit bidou à bière et pizza. Alors on en parlait tout à l'heure, je me demandais si c'est grave. Est-ce que ça vous plaît, vous les femmes, le petit bidou de la trentaine passée, ou vous trouvez ça moche? Alice, c'est sexy? Alice, qu'est-ce que vous répondez à ce chroniqueur anonyme? Est-ce que le rapport au bidon est socialement différent chez les hommes, comme on pourrait le penser, avec cette mode qui cartonne sur les réseaux, le dad bod, littéralement le corps de papa en français? On voit des hommes assumer le ventre arrondi. Il y en a même qui vont jusqu'à chanter leur bonheur d'avoir un bidon de papa. Qu'est-ce que vous portez comme regard, vous, sur le dad bod? Je porte un regard bienveillant là-dessus, bien évidemment. Je ne vais pas commencer à... Pourquoi vous me regardez? C'était pas moi. Parce que c'est pas vous. Après, évidemment, oui, effectivement, les hommes aussi sont soumis à ce culte de la performance et ce contrôle du corps à tout prix, parce que c'est la société qui veut ça. Après, je pense qu'il faut aussi relativiser. Je parlais du 2 poids 2 mesures tout à l'heure. Les hommes subissent quand même beaucoup moins d'injonctions que les femmes, et tant mieux pour eux. Je veux dire, c'est quand même une liberté extraordinaire que j'aimerais connaître, de pouvoir vivre mon corps dans l'espace public comme un homme. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Moi, je voulais vous poser une question, puisque vous travaillez dans un magazine féminin. Qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, vraiment, les choses ont changé, à mon avis, grâce aux réseaux sociaux, puisque les femmes, les femmes rondes, se sont dévoilées. Du coup, les journaux féminins se sont mis sur le pas. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous réfléchissez à offrir une nouvelle image? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde, tous les médias féminins en particulier, se posent cette question. On ne peut pas en faire l'économie. Et d'ailleurs, je pense à une série de mode qu'on a fait, une série lingerie qu'on a fait il n'y a pas plus tard que quelques mois, avec une jeune femme très ronde. Mais la question se pose depuis plusieurs années. Alors ça prend du temps, ça va sûrement pas assez vite au goût de plein de gens. Et je pense que voilà, on va à la même vitesse que la société. Comme je vous le dis, la presse n'est que le reflet de la société. Moi, j'ai l'impression, en fait, mais allez-y, mais non. Vraiment, non, parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, la presse n'est pas le reflet de la société, c'est finalement la presse qui nous donne un pas, et nous, derrière, on va regarder ces images et on va vouloir ressembler. Si vous nous donnez d'autres images, en tout cas, moi, c'est foutu, mais si vous donnez d'autres images à mes filles, par exemple... Non, mais je pense qu'il y a une véritable réflexion. Non, mais très honnêtement, il y a une véritable réflexion. Après, ça prend forcément du temps à déconstruire. Vous savez que la déconstruction, vous êtes bien placé pour le savoir, est longue et difficile, surtout quand on est un grand média, etc. Donc voilà, mais je pense que c'est un travail qu'on a tout en tête et qui avance. Et puis, les médias américains sont un peu plus en avance encore. Et c'est vraiment, je pense, ça va venir. Merci beaucoup, Alice Augustin, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes grande reporter à Elle. À bientôt. Alors bon, on va pouvoir se dire effectivement l'idéal, c'est d'accepter son ventre, tout ça. Mais bon, ça aussi, c'est une injonction. Donc, on peut aussi avoir envie de le tonifier. Et sachez qu'il existe des soins de médecine esthétique non chirurgicaux pour fortifier sa sangle abdominale. Notre journaliste Sarah Cadour a décidé de tester une de ces nouvelles machines en duplex. Sarah? Et je me suis fait un ami, il s'appelle Morpheus 8. Alors non, ce n'est pas un personnage tout droit sorti d'un film de fiction, mais c'est cette machine qui va m'aider à... lutter contre mon relâchement cutané. C'est vrai que c'est un complexe pour moi depuis mes grossesses. Et pour nous en parler, je suis avec Julien Tessier. Alors, en quoi consiste ce traitement? Alors, le Morpheus, ça consiste en des petites aiguilles qui vont pénétrer à travers la peau, passer de l'électricité entre les différentes aiguilles et donc délivrer de la chaleur. Donc, avec ça, on va pouvoir retendre la peau de manière très efficace. Alors, vous le voyez, moi, j'ai pas mal de relâchement cutané. Est-ce que ça va marcher dès la première séance? Tout à fait. Dès la première, on va commencer à avoir justement cette retention de la peau et on va pouvoir après faire 3 séances et on aura les meilleurs résultats au bout de 3 mois. Alors
Alors, est-ce que c'est pour tous les types de morphologie, tous les types de peau? Je sens un peu brûlé là, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, c'est toujours les petits capillaires qui brûlent sur la surface de la peau. Mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Et oui, c'est pour tout le monde, bien évidemment. On peut traiter aussi bien déjà les hommes que les femmes et on peut traiter tout le corps. Donc que ça soit le visage ou là, le ventre ou les jambes, tout ça, ça pose pas de problème. Au contraire, c'est fait pour. Très bien, je vous laisse. Merci beaucoup, Sarah, et bonne fin de séance. Il faut rappeler que c'est un médecin qui doit... Ah oui. Surtout, c'est un médecin qui doit faire ce geste. Hein, c'est très important. Alors, on le voit depuis tout à l'heure, le ventre est le principal pourvoyeur de complexes. Et s'il en est une pour qui le chemin vers l'acceptation de soi fut laborieux, c'est bien notre témoin de la semaine que Marie a rencontré. Alors Marie, parlez-nous de la rencontre de la semaine. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une poche qu'on appelle Stomy. Alors vous ne connaissez peut-être pas ce nom, pourtant c'est un accessoire que près de 130 000 Français utilisent chaque jour. Cette poche vient en aide pour permettre l'évacuation des selles suite à une ablation de tout ou partie de l'intestin. Elle est alors reliée à l'abdomen et fixée sur le ventre des patients. J'ai rencontré Juliette Mercier, jeune illustratrice atteinte de la maladie de Crohn. C'est une maladie auto-immune qui entraîne une inflammation chronique de tout le tube digestif. À force d'abnégation, Juliette a appris à vivre avec sa stomie. Mieux, elle en a fait une force en créant un compte Instagram où elle raconte son quotidien avec autodérision. Le succès est tel qu'elle a même sorti un livre sur ce sujet. Juliette nous raconte son cheminement et comment elle a réussi à accepter sa nouvelle vie. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette a été diagnostiquée à 16 ans. Elle nous raconte les symptômes de la maladie de Crohn. Donc ça s'est traduit au début par des symptômes comme des douleurs abdominales et des diarrhées. Par la suite, ça a pris de plus en plus d'ampleur et puis il y a eu de la dénutrition, des douleurs articulaires, des abcès et aussi de la fatigue évidemment avec tout ça. La maladie s'aggravant, Juliette est opérée en urgence à 28 ans. Elle se fait retirer le côlon. Les médecins vont alors lui coudre la partie saine de son intestin sur son abdomen. Ainsi, elle va désormais devoir poser une poche sur son ventre pour recueillir les selles. J'imagine qu'il y a un avant et après stomie. Comment vous avez appréhendé ce changement de vie? J'avais très peur d'avoir une poche sur le ventre, évidemment, de ce changement en fait. Et finalement, ça m'a rendu ma liberté et un confort de vie. Lorsqu'on est jeune fille en pleine construction, comment on trouve la force d'affronter le regard des autres? On trouve la force parce qu'on a envie de vivre, de profiter, on a envie d'être normal en fait. Et moi, j'avais du temps à rattraper aussi, donc c'est ça qui m'a poussée à aller à la plage. Je crois que c'est un peu la première chose que j'ai faite d'ailleurs après ma convalescence. J'étais un petit peu obligée, entre guillemets, de montrer tout de suite ma poche parce que c'était l'été et en fait j'ai interprété les regards d'une manière peut-être un peu plus bienveillante. En fait, je me dis que des fois ce qui est négatif et les limites ça vient de nous et que finalement la personne qui me regarde avec insistance ou qui a un air un petit peu curieux quand elle me regarde, c'est juste parce qu'elle connaît pas et c'est pas forcément négatif. Comment avez-vous eu l'idée d'illustrer votre parcours en bande dessinée? Une fois que j'avais plus les symptômes, c'est vrai que j'ai eu l'idée de passer du côté un peu aidant. Et donc, je me suis dit qu'avec toute cette expérience et toutes ces épreuves, ces difficultés, finalement, je pouvais mettre tout ça à profit pour donner des conseils, pour montrer ce que c'était la vie avec une stomie, avec la maladie, et un petit peu dédramatiser, informer, que ça serve à quelque chose et que ce soit constructif. Et son travail de pédagogie ne s'arrête pas là. Juliette a également un compte Instagram pour combattre les préjugés. Il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de tabous aussi. C'est une maladie qui concerne les intestins, qui parle de diarrhée, etc. Donc c'est difficile de communiquer et d'en parler ouvertement. Et du coup, je trouve que quand même c'est important parce qu'il n'y a qu'en expliquant les choses, en montrant ce que c'est vraiment au quotidien, que les autres peuvent comprendre. Votre arme ultime, quand même, c'est l'humour, c'est l'autodérision. Oui. Est-ce que vous l'avez toujours eu, cette arme, ou vous l'avez développée avec la stomie? Encore plus avec la maladie. Et la maladie, je l'ai bien vécue grâce à l'humour, en dédramatisant des situations, en ayant des anecdotes rigolotes, alors qu'à la base, c'est pas du tout drôle. Et moi, ça m'a aidée. Puis ça permet aussi de rendre le sujet beaucoup plus léger. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de votre ventre? Est-ce que vous l'aimez? Alors l'aimer, c'est un peu fort, je trouve, toujours comme mot, mais en fait, je l'accepte. Je sais que la poche, ce sera jamais quelque chose de beau. Je vais jamais me regarder dans le miroir en disant ah, c'est trop bien, magnifique. Non, c'est là, c'est comme ça. Je me résume pas à ça, en fait. J'ai plein d'autres défauts, mais j'ai aussi d'autres qualités. Et donc, j'avance comme ça. Et finalement, je m'en fiche un petit peu de ce qu'il a l'air. Merci beaucoup, Juliette, Merci pour votre témoignage. Elle est géniale, hein? Ouais, extraordinaire.
Et voilà, elle nous a livré un formidable exemple de résilience. Elle nous montre comment elle a su sublimer une épreuve de la vie. Christophe, quels sont vos conseils pour ces 130 000 personnes qui vivent avec une poche intestinale pour mieux s'accepter au quotidien ? C'est vraiment un témoignage magnifique que nous livre Juliette. C'est parce que c'est compliqué ces histoires de stomie. Il y a tellement de préjugés des patients eux-mêmes. D'ailleurs, elle dit à un moment qu'elle a pris sa part de la gêne. Il y a une gêne quand elle sent qu'on la regarde, mais elle dit une part de cette gêne m'appartient et celle-là, je l'ai acceptée et dépassée parce que voilà, une stomie, le premier réflexe, c'est une poche où va notre caca. Donc c'est pas hyper sexy, c'est pas valorisant. Il y a des espèces de stéréotypes, de saleté, de perte de contrôle sur soi, mais en réalité, c'est une chance, un progrès de la médecine considérable pour des patients qui sinon étaient condamnés à souffrir de leur maladie, voire parfois à en mourir. Et là, ce qu'elle montre bien, c'est qu'effectivement, la lucidité, l'énergie, le courage, l'humour peuvent servir. Alors, l'autre chose qui l'a aidée, outre qu'elle a pris sa part, c'est qu'elle a décidé d'aider les autres. Et dès qu'on se tourne vers autrui en se disant comment mon expérience peut aider des personnes avec qui je vais partager tout ça, c'est une aide formidable. Et le dernier point, vraiment, elle ne cache rien. Elle dit, c'est une gêne au quotidien. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré évidemment ne pas avoir de poche, mais aujourd'hui, tous ces dispositifs de stomie permettent une vie totalement normale. Les bains de mer, le ski, les voyages en avion, enfin, rien n'est interdit. C'est juste il y a des petites précautions à prendre. C'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle vit beaucoup mieux sa vie maintenant avec une poche plutôt qu'avant. Avec la maladie non contrôlée, absolument. Et puis l'humour peut t'aider. Voilà, c'est ça, c'est que l'humour, c'est l'arme absolue pour elle, pour tout contrer. Merci beaucoup Marie, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. On finit sur une note plus légère en vous donnant des petites astuces pour remuscler et tonifier votre ventre tout en douceur avec une nouvelle méthode signée Belly Lab. Et c'est notre coup de cœur. Bonjour. Bon, quand je serai grande, je serai comme vous, hein, Joël. Ouais, Joël, alias Bélila, bienvenue sur notre plateau, Joël. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la créatrice d'une méthode pour tonifier sa sangle abdominale basée sur la gymnastique hypopressive, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr. Alors la méthode de Belly Lab, c'est donc issue des abdos hypopressifs, c'est-à-dire c'est une méthode à la fois de respiration et une méthode posturale. D'accord. On va travailler tout simplement, parce que c'est très simple et accessible à toutes les femmes, par la respiration, l'expiration et par la contraction du plancher pelvien pour aller vraiment tonifier et renforcer la sangle abdominale en profondeur, sans matériel et très très simplement. Je peux vous demander non pas votre âge, mais votre tranche d'âge ? Mon âge, j'ai 52 ans. Très bien. Bon, j'aurai 52 ans, c'est-à-dire bientôt. Et vous allez nous offrir des exercices accessibles à tous. Et c'est évidemment Agathe qui s'y colle, hein, c'est notre cobaye. What a surprise. On commence avec un premier exercice de respiration. Tout à fait. Alors, c'est un exercice très facile, très simple à faire. Agathe, vous êtes prête ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire ? Je m'assois ? On s'assoit. D'accord. Tout simplement. On amène les pieds à plat devant votre chaise, les mains sur les genoux. Et là, vous allez imaginer, déjà en premier lieu, que vous avez un fil qui vous tire vers le plafond. Donc l'idée, c'est de se redresser le plus possible. Exactement, postural. Après, simplement, en soufflant, comme si vous souffliez dans une paille, vous allez contracter votre plancher pelvien périnée, tout en aspirant un petit peu le nombril vers l'arrière. On souffle et on serre. Et là, vous devez ressentir quelque chose qui se passe aussi au niveau de votre dos. Je viens à votre rencontre vérifiée. Tout doucement. Vous soufflez. Vous avez vu comme c'est rentré. Oui, là, vous lâchez. Voilà. Et maintenant, tout doucement, voilà, en vous grandissant, tout doucement, sans lever les épaules. Et vous relâchez. Encore une fois, je souffle, je serre. Je contracte, voilà. Doucement. Et je relâche. Il n'y a aucune... on ne force pas dans cette méthode. Là, j'ai un peu forcé, j'ai l'impression. Parce que ça m'a stressé de faire mal et que vous me disiez que j'avais 0 sur 20. Faire trop bien. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut faire un deuxième exercice sur le tapis de sol, un exercice de respiration ? Oui. Par exemple, on va se mettre donc à plat dos. Oui. Tout doucement.
tout doucement. Envie de Sur le changer d'atmosphère, de l'attitude. On va lever une jambe, Oui. lever l'autre, tranquillement. Les pieds sont au sol, la largeur du bassin. Vous pouvez mettre les paumes de main vers le ciel. Voilà. Les épaules sont basses, relâchées. Le menton est légèrement vers l'avant. Et là, sans forcer, c'est vraiment là où c'est très important. Vous ne changez pas votre courbure naturelle non plus de la colonne vertébrale. Il n'y a pas de changement donc, de la position du bassin. Et là, vous allez juste, pareil, souffler en contractant le plancher pelvien, en aspirant donc vos organes vers le haut et le nombril le plus près de la colonne vertébrale. On serre fort, fort, fort. Mais après, on reste en apnée, Joël, Non. ou pas? Dans On cette continue à méthode-là, respirer, pour mais avec l'instant- avec le nombril rentré. Et voilà, mais après vous relâchez. Et quand on relâche tout. Périnée, et la D'accord. respiration redevient normale. Et on repart. On souffle, on serre. On souffle, on expire. On contracte le plancher pelvien. On inspire légèrement le nombril. Et on relâche. Sans danger pour le dos, sans danger pour nos organes. Et là, en plus, on rééduque le périnée. Quel que soit son âge, ça marche. Exactement. Et en plus, on fait une rééducation périnéale, ce qui évite les problèmes d'incontinence urinaire. On est bien là, Joël. On reste. On rester là pour toujours. Vous et moi, à faire des exercices de respi en contractant le périnée. Et en plus, sans se blesser. Alors vous nous proposez un dernier exercice idéal pour Agathe, un exercice de gainage pour obtenir un ventre plat et tonique. En fait, Pourquoi c'est un idéal exercice pour pour Agathe moi. Hein. Non, mais En effet, je vous propose un exercice Agathe de gainage. On va se mettre, donc mes méthodes TBL, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur les coudes. D'accord. En Allez, dauphin. on démarre tout doucement. Hein. Voilà. Moi, je préfère qu'on fasse. Donc, on démarre coude, genou, des genoux au sol. Sur un périnée expire, toujours avec la méthode TBL. Vous soufflez, vous contractez le plancher pelvien. On souffle, on serre. Et on se lève sur les deux jambes. Voilà, c'est parti. Là, on abaisse un tout petit peu les fesses et on fait une rétroversion du bassin vers l'avant. Et là, pendant le gainage, vous allez souffler et contracter le plancher pelvien. Je veux voir une contraction au niveau de la sangle abdominale en bas. Et je relâche. Donc je repose les genoux. Voilà. Et on repart. On repart, on souffle, on serre. Et après, on relâche alors. On relâche, voilà. Et on souffle. Bravo Agathe. merci c'est bien, hein. Agathe d'avoir joué les cobayes. Bah, bien sûr, mais maintenant, Hein ça va être à vous. On va le faire avec vous maintenant, Alice, On va le sans aucun faire, ouais, problème. hors antenne, ouais. Merci Bellilab, on peut Merci. évidemment vous suivre sur vos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Joël. Et vous, Ali, on vous retrouve évidemment dans Grand Bien vous fasse. Chaque jour sur France Inter, c'est à 10h05 pour continuer à se faire du bien. Et vous, évidemment, dans la Maison des Maternelles, tous les jours à 9h30 sur France 2. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne. Et d'ici là, évidemment, vous Portez-vous prenez bien. soin de vous. Mais oui, bien sûr.